honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le Président de la Commission électorale de l'UDPS, Madame la Directrice pays de l'AIFES, Monsieur et Madame représentants des organisations internationales, distingués invités à vos qualités respectives, chers frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie pour moi de vous recevoir dans cette grande salle de la SENCO et j'ai saisi l'occasion pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette matinée de plaidoyer parlementaire sur la relance du processus électoral congolais. Permettez-moi avant tout de remercier le Bureau de liaison avec le Parlement, BLP de la SENCO, ainsi que l'Ordre national des experts électoraux, ONEL, ici représenté par son président, qui nous offre cet espace de réflexion ayant pour objectif de planifier les priorités législatives en tenant compte des 6 sessions parlementaires ordinaires restant avant les élections 2023. Ma gratitude s'étend à vous, les honorables sénateurs et députés nationaux et provinciaux, venus apporter votre précieuse contribution à ce débat qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la sphère sociopolitique de la RDC. Merci d'être venus. Votre présence est une indication pour nous de la détermination que vous avez à faire avancer le processus législatif devant baliser le chemin à l'organisation des élections apaisées, réellement démocratiques et crédibles aux échéances constitutionnelles. En effet, d'aucuns s'interrogent si les élections sont encore possibles dans le délai constitutionnel prévu dans la gestion du cycle électoral au regard des contraintes logistiques, financières, techniques, politiques, sécuritaires, opérationnelles et humanitaires. Comment hiérarchiser les priorités, feuille de route parlementaire, dans les réformes électorales pour rattraper les retards enregistrés en ce moment, etc. Telles sont les préoccupations majeures qui attendent les réponses dans cet atelier. Je remercie également les membres présents du corps diplomatique accrédité à RDC et les partenaires techniques et financiers qui ne cessent de soutenir les efforts fournis par divers acteurs sociaux congolais en général et la SENCO en particulier dans la promotion d'un système électoral transparent. Je salue aussi la présence des hommes et des femmes des médias et de la communication ainsi que tous nos partenaires des organisations de la société civile congolaise. Notre vœu est d'avoir, au terme de cette matinée de plaidoyer parlementaire, des idées claires sur la faisabilité des élections améliorées par rapport à celles du passé, malgré le temps relativement court qui reste. Que la Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix et Notre-Dame du Saint-Rosaire intercèdent en notre faveur pour l'avènement d'une société juste, fraternelle et solidaire. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier de démarrage et d'appropriation du projet. Je vous remercie. Les élections en 2023. Même si on ne fait aucune réforme, cela n'est pas une justification pour qu'il n'y ait pas élection en 2023. La troisième évidence est celle en rapport avec ce que nous apprenons par-ci, par-là. Et nous en parlons d'autorité aujourd'hui pour dire les recensements sont certes importants pour ces pays,
et le pays en a vraiment besoin. Mais les lier aux élections, ça pose problème. Dans la mesure où les élections, disons le recensement, comme nous allons les voir, on en a plusieurs types et ils dépendent ils sont dans la compétence de plusieurs types d'organes. Alors que les élections dépendent, elles, de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l'article 211 de la Constitution. Ce qui voudrait dire, si en 2023 il n'y a pas élection, on ne posera pas la question, du moins si la question est posée à la CENI, pourquoi il n'y a pas élection, ceux qui seront à la CENI à ce moment-là ne pourront pas répondre en disant « nous n'avons pas organisé les élections parce que l'ONIP ne nous a pas donné les recensements ». C'est donc deux choses différentes et il serait bien indiqué qu'on n'en fasse pas l'amalgame. Quatrième évidence maintenant. Y a-t-il un retard enregistré? Ça dépend. Encore que je ne sais pas d'où est-ce qu'on est parti faire ces calculs et annoncer des retards. Non, les retards, nous sommes à 3 ans des élections. Il y a des responsabilités, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on s'y mette à travailler. Quand ici, nous mettrons à travailler, on ne parlera même plus des retards ou je sais quoi. Qu'on apprenne aussi à ce que l'élection ne soit pas un événement pour lequel on doit lutter des années pour qu'on y arrive. Ça doit être une situation normale, où on n'a pas besoin que tel ou tel projette déjà telle manifestation ou telle activité pour que les élections se tiennent. Non, c'est la normalité à laquelle nous devons tendre. Enfin, la cinquième évidence, avant d'avancer, c'est que, je l'ai dit hier, je voudrais qu'on relativise la notion des risques et des menaces. Oui, il peut y avoir risque, oui, il peut y avoir menace. Je peux vous dire qu'il y a risque partout. Lorsque vous vous réveillez pour descendre dans les escaliers, il y a risque de tomber. Lorsque nous nous réveillons même en parlant tel que il y a des risques que nous ne savons pas. Donc, ne faisons pas l'apologie des risques. Ne faisons pas l'apologie des menaces. Parce que c'est cette apologie qui braque ou qui amène des facteurs pouvant probablement justifier encore qu'il y ait telle ou telle situation. Travaillons, surtout en tant que responsables et experts. Élection en 2023, mettons-nous au travail. Sinon, on se met à ne regarder que les menaces, les risques, et ça pose problème. C'est d'autant plus inquiétant pour un pays comme le nôtre. Nous sommes à 3 ans des élections. Un pays ne peut pas vivre seulement tout un mandat en train de ne parler que des élections. Il y a des questions importantes dans le développement, l'éducation, la santé et autres. On en parlera encore. Quand est-ce qu'on va en parler? Si pour nous, depuis qu'on a fini un cycle électoral, on ne commence que les débats sur les élections. Ça vient, ça traîne, on est déjà en retard. C'est d'autant plus dangereux parce qu'aucun investisseur ne viendra si nous ne faisons que claironner à longueur de journée les menaces, les risques. C'est dangereux pour le pays. Entre-temps, comme je l'ai dit en premier, élection en 2023, c'est possible et c'est ce qui devra se faire. Ceci dit, il m'a été demandé de donner plus ou moins une analyse du schéma critique du cycle électoral jusqu'aux élections de décembre 2023. Et je pense que dans la foulée, ils m'ont aussi, les organisateurs ont voulu que je dise un mot sur l'agencement chronologique des priorités des lois
sur les réformes électorales pour le respect logique des opérations électorales du 4e cycle. Vous m'excuserez, je demanderai votre indulgence parce que je ferai plus ou moins, je commencerai plutôt par le premier, disons le deuxième point, qui a un impact sur le second. Mais je ne veux pas parler ici des réformes en général, excusez-moi, je vais surtout m'attarder sur les réformes liées à la loi organique portant fonctionnement et organisation de la commission électorale. Pourquoi j'en parle, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, il faut le dire, c'est devenu un facteur bloquant. Et je dois vous avouer, si retard il y a, c'est parce qu'on a bloqué le processus de désignation des membres de la CENI. Et j'aimerais que non, ceux qui ont bloqué ces processus, qu'ils assument, au lieu d'envoyer la balle chez d'autres, qu'ils assument. Parce que cette désignation est l'élément déclencheur, plus ou moins, de certaines activités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai dit parce que vous avez le président Nanga. Même quand on me présente aujourd'hui comme président, il y a dans certaines personnes qui se disent Azaragaka. Et avec raison. Je ne suis donc plus, je ne bénéficie plus de cette crédibilité totale qui me permettrait par exemple de m'hasarder sur un certain nombre d'activités, pourtant importantes pour la préparation de ces élections. Entre tant d'autres dire, il y a même des acteurs politiques de premier rang qui osent dire non, non, il faut qu'ils partent. Non, je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser la maison vide, je ne peux pas fermer boutique. Parce qu'entre-temps, la Constitution dit que la CENI est une institution permanente dans la mesure où il peut y avoir un événement électoral à tout moment. Les élections des gouverneurs, on ne les souhaite pas. On peut arriver par exemple aujourd'hui à la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout cela exige qu'il y ait quand même un répondant. Si on dissout aujourd'hui l'Assemblée nationale, ça sera un vrai problème, dans la mesure où ceux qui devaient désigner les autres membres ne seront plus là. Mais il faut quand même avancer, le pays ne va pas s'arrêter. C'est par patriotisme et par homme d'État que nous sommes encore là. Mais notre souhait est que, Padre, avancez, aidez-nous à nous sortir pour que le processus bénéficie de son cours normal. Quid de la loi organique? La réforme sur la CENI, parce qu'on en parle, on dit souvent. D'aucuns, il y a d'autres qui pensent que réformer la CENI, c'est changer l'équipe Nanga. Apparemment, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas tort. Ils ont en partie raison. Quid de cette loi, la loi organique? 2006, à la suite des accords politiques de Sun City, à l'époque, les constituants congolais ont voulu que soit constituée une commission électorale nationale indépendante, neutre et impartiale. À l'époque, le mot le plus important en ce moment-là, c'était l'autonomie financière de l'administration électorale, sa composition paritaire et la collégialité dans la prise de décision. La CI de 2005 était donc composée des acteurs politiques issus de la majorité, de l'opposition, ainsi que de la société civile. Mais après les élections de 2006, à la suite toujours des élections, n'oubliez pas, parce que je dirais que les élections relèvent des passions. Il ne faut pas oublier. Si bien que le débat autour des questions électorales est souvent un débat passionné et par moments dépourvu d'objectivité. Si bien que non, c'est qu'il faut avoir la lucidité et la clairvoyance lorsqu'on discute de ces questions en tenant bien compte du fait que lorsque vous parlez des processus électoraux, vous aviez, de 2018,
vous aviez 16 000 candidats députés nationaux qui se disputaient 500 sièges. Les 500 députés sont élus, ils sont contents, mais les 15 000 autres sont en colère, et je vous dis en colère. Et vous posez à quelqu'un comme celui-là, qu'est-ce que tu attends par réforme? Il va te sortir tout ce qu'il a au cœur, tout ce qu'il a à tête. Et ça n'a des fois rien à voir avec l'objectivité. 20 000 candidats députés provinciaux qui se disputent 700 sièges, la même chose. C'est alors qu'en 2010, devant cette situation toujours des passions, les législateurs disent non, évidemment, il y a beaucoup de problèmes, on doit changer la loi. La lourdeur dans l'administration, la société civile politisée. Alors, les soucis à ce niveau pour les législateurs, c'est 1. La permanence de l'administration électorale. 2. La garantie de la transparence. La majorité et l'opposition constituée au sein de l'Assemblée nationale participent à la désignation de la CENI. L'indépendance et la neutralité des membres. Les membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur expertise et intégrité morale. Je reviendrai là-dessus. Et la réduction du nombre limité à 7, la société civile étant exclue. C'était donc une commission électorale purement politique. L'évaluation du processus a débouché sur des innovations de la loi organique. On la garde et qu'on désigne les nouveaux membres de la CENI. Sur base de la même loi, on gagnerait en temps. Dans les cas d'espèce, la société civile devrait donner le président et 3 membres. La majorité actuelle va donner le vice-président, le questeur, les rapporteurs adjoints, alors que l'opposition actuelle devra donner les rapporteurs et les rapporteurs adjoints. On avançait, on gagnait en temps et on gagnait vraiment en temps. Si nous avions insisté sur ça, parce que lorsqu'on parle de réforme, une réforme est une question politique, surtout en ce qui concerne les élections. Les débats qu'il y aura au Parlement, nous y serons pour donner des éclairages techniques. Mais je peux vous dire que ça peut prendre 2 ans. Surtout s'il y a une volonté d'entretenir ces retards. Ne tombons donc pas à ces pièges. On aurait dû avancer et aller vite. Toutefois, comme on insiste à ce qui est quand même réforme, la réflexion de la CENI aujourd'hui est que nous suggérons plutôt une meilleure lecture d'abord et l'application de la loi telle que je l'ai dit tout à l'heure, et qu'à ce sujet, si réforme il devait y avoir, ce que nous proposons, nous recommandons ce qui suit. 1. Disposer de manière précise que les personnalités indépendantes choisies ne sont ni des personnalités politiques élues, ni des candidats non élus, à quelque niveau que discutant, encore moins des militants avérés de premier rang ou exerçant des activités politiques connues au sein des partis politiques et regroupements politiques. À ce sujet, on dirait, pour tous les membres, toute personne qui a déjà été élue, ou toute personne qui a déjà été candidat, pour autant qu'il a été candidat sur une liste, toute personne qui est militant de premier rang, toute personne qui est cadre d'un parti, on devait l'écarter et choisir les personnalités indépendantes. 2. Renforcer l'indépendance des personnalités choisies en leur conférant par voie légale le caractère d'inamovibilité, comme à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, un membre du bureau ne peut être changé selon la volonté de sa composante politique, sauf cas de faute lourde avérée. Sa révocation ferait alors l'objet d'une procédure spéciale. En soi, ce à quoi on a assisté dans le passé, c'est que parce que c'est nous, PPRD ou IDPS qui avait délégué tel à la CENI, on pense qu'on a toujours
l'emprise sur lui qu'on peut lui demander de quitter, alors que quand on arrive, nous arrivons à la CENI, nous prêtons serment. L'esprit du législateur en ce niveau était que non, en prêtant serment, que le membre ainsi désigné coupe le cordon ombilical et qu'il ne dépende plus de son parti. On a assisté les gens de l'IDPS récupérer les vice-présidents, on a vu les gens de MCR récupérer le questeur, et on a en dernier, c'était l'IDPS qui voulait récupérer aussi les rapporteurs. Tout ça, ça neutralise ou ça mine plus ou moins les éléments d'indépendance sur les membres. 3. Énoncer clairement, je ne dirais pas la préséance, mais que dans cette loi, on énonce clairement le fait que les 3 délégués désignés par la société civile, dont un président, et qu'on énonce expressis verbis dans la loi, que le président en est désigné par les 8 confessions religieuses. Parce que jusqu'aujourd'hui, même si dans la pratique, ce sont les confessions religieuses qui se réunissent pour désigner le président, mais en soi, dans la loi, ce n'est pas aussi clair que ça. Et c'est ce qui amène l'amalgame à dire que les autres de la société civile disent non, nous devons nous mettre tous pour choisir le président. Et je vous dis que ça compliquerait encore davantage. Vous pouvez vous imaginer, 8 représentants des confessions religieuses. On les met ensemble, allez nous sortir un nom d'un président. Ils prennent du temps et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas réussis, ils ne sont pas arrivés à avoir les consensus. 8, accompagnés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas arrivés à avoir les consensus. Et alors, comment, lorsque vous organisez l'élection pour 40 millions d'habitants, d'électeurs, vous voyez combien c'est difficile. C'est bien de donner les coups aux autres. Nous demandons au Saint-Esprit de vous donner vraiment cette chance d'avoir ce consensus le plus rapidement possible. Alors, que ça soit bien dit, parce que aujourd'hui la loi dispose que la société civile y est représentée par 3 délégués issus respectivement de 1. Confession religieuse, organisation féminine de défense des droits et des femmes et organisation d'éducation civique et électorale. Donc, la loi n'est pas explicite pour montrer qu'effectivement, ce sont les confessions religieuses qui devraient désigner le président. Nous souhaitons donc, en cas de réforme, que ça soit clairement dit que c'est effectivement les confessions religieuses. Et je vous dirai pourquoi ça doit être les confessions religieuses. 4. Préserver l'esprit d'inclusivité de toutes les parties prenantes, tel que prôné par les accords de Sun City, tant il est vrai que si l'implication des composantes politiques dans la désignation des membres permet d'en garantir la transparence, il est tout aussi vrai que la présence des confessions religieuses est un signe non négligeable, je dirais même le plus important, de la participation citoyenne dans sa représentativité la plus inclusive. Les confessions religieuses sont nos pères spirituels qui nous représentent, qui permettent plus ou moins qu'on ait une représentativité nationale. Toutes les autres organisations de la société civile, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elles sont plus ou moins limitées quelque part. Mais de la capitale où nous sommes, jusqu'au village qui se trouve à Bongandanga, qui se trouve à Aru et consorts, ce sont nos pères spirituels qui nous représentent le plus. Il y a donc raison, et nous méritons que cette position soit renforcée à leur faveur et clairement établie. Et enfin, la proposition sur ce point serait celle de préserver la mémoire institutionnelle de la CENI à l'expiration du mandat de ses membres en vue de la pérennité de l'expérience managériale et de l'expertise électorale. Notamment, il y a plusieurs formules qu'on pouvait faire. C'est que, en soi, nous sommes fin mandat, les 13 membres vont sortir,
les 13 autres vont venir, et très souvent, c'est des fois des gens qui n'ont pas l'ABC des élections. C'est un vrai problème pour la mise en route du schéma critique comme nous allons le voir. Alors, dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On peut emprunter ce qu'on fait au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire les membres sortent par l'eau, par le renouvellement partiel des membres lors de l'expiration des mandats. C'est-à-dire s'ils sont à la Cour constitutionnelle, ils sont 9, ils sortent 3 ans, et ils sortent 3 tous les 3 ans. Ça permet à ce que la mémoire reste et qu'on garde la main. Ou encore, comme ça se fait dans d'autres cieux, en Afrique du Sud par exemple, en disant les anciens membres, surtout les anciens présidents de la CENI, ils ont donc par l'acquisition de la qualité des membres de la plénière d'office. Non, ne vous dites pas que c'est pour moi. Non. Nous disons que si on fait cette réforme, ce n'est pas moi qui resterai, mais le président qui sera désigné après moi, c'est lui qui doit continuer à rester après. Comme membre, non plus comme président, c'est pour aider à conseiller et orienter certaines choses. Donc ça, ce sont les éléments qui jusque-là sont ce que nous pensons faisables et qu'à cours d'une session comme celle-ci, s'il y a la volonté, on peut ouvrir ces débats, adopter cette loi et aller vite. Mais si on ouvre d'autres champs dans les cas d'espèce, nous avons ici, bien entendu, lorsqu'on disait que non, on parle de réformes en fond, et c'est très compliqué. Si on doit parler de réformes de fond, d'accord, sachez d'abord que les réformes toucheront 12 lois, dont la Constitution. Parce qu'il y a certains principes qui sont émis, surtout en ce qui concerne la loi électorale. Si vous dites qu'on va changer les modes de désignation, ou bien, comment dirais-je, les modes de scrutin des gouverneurs, des sénateurs, il y a les gens qui parlent de revenir à 2 tours, de changer les 1 tour. Tout ça, les principes sont d'abord constitutionnels. Ça va demander de dire, il faut commencer par la Constitution. Avons-nous le temps de le faire? Ça va se faire comment? Par un référendum ou bien par juste par les 2 chambres du Parlement? Toutes ces questions nécessitent la lucidité et l'objectivité pour se dire que nous conseillons des réformes réalistes qui ne dérangeraient pas les échéances prochaines de 2023. Quant à la proposition de constituer un organe interne de contrôle, la CENI, nous estimons qu'un organe de contrôle serait une source de lourdeur et de blocage des opérations, lesquelles sont souvent soumises aux contraintes calendaires. Oui, c'est qu'on ne sait pas. À la CENI, il y a effectivement un organe de contrôle de dite interne. La loi prévoit le contrôle parlementaire conformément à l'article 100 de la Constitution et l'article 42 de la loi organique actuelle. La loi prévoit en même temps qu'à chaque fin du processus électoral, un audit externe est diligenté par la Cour constitutionnelle dans les 30 jours suivant les dépôts du rapport. Article 52 de la loi organique. La loi électorale soumet les résultats électoraux au contrôle juridictionnel. Article 27 suivant et 74 suivant de la loi organique. Donc il y a des mécanismes de contrôle qui existent. La question serait peut-être de poser, est-ce qu'on en fait ou on n'en fait pas? Et pour améliorer, pourquoi ne pas les activer? Donc, sur ce point précis comme nous l'avons dit, pour la CENI, nous pensions que nous pouvons penser aux réformes électorales en ce qui concerne la loi électorale, mais que la loi organique, on pouvait la garder comme telle. Ça permettrait aux animateurs de désigner les nouveaux membres et de commencer le processus. Mais parce qu'on tient quand même à ces réformes, nous avons ici des suggestions beaucoup plus pratiques qui permettent en fait
de voir qu'est-ce qui peut être fait sans déranger les éléments. Quant aux autres éléments maintenant de la réforme comme telle, quelqu'un a parlé de 6 sessions parlementaires. Tout sera fonction de la dynamique politique et puis de la surveillance citoyenne telle qu'on l'a fait désormais au pays. À quel point jusqu'où on veut aller avec ces réformes? Doit-on toucher certains principes qui tirent leur origine de la Constitution? Tout cela est à la disposition de la République et je comprends que ce soit un débat républicain en cours qui permet plus ou moins que les uns et les autres parlent de cela. Quant à nous, nous serons toujours là pour donner l'éclairage nécessaire à la disposition de la République, mais plus comme président, parce qu'il va falloir quand même qu'on aille vite, qu'on désigne les autres animateurs. Je vous en ai expliqué les raisons. Ceci dit, je passe à ma deuxième partie, qui est liée bien sûr à la première. Vous verrez que les éléments aujourd'hui, ou à l'analyse des schémas critiques, je disais hier que ne parlons pas de schémas critiques, parce qu'en parlant de schémas critiques, des fois c'est très lourd. Pour les non-initiés, on peut s'imaginer c'est la chimie. Non. C'est juste que non, les différentes activités séquentielles et qui se chevauchent et d'autres qui ne peuvent pas se chevaucher et qui sont indispensables pour que nous ayons les élections en décembre 2023. 450 000 agents. Aucun village ou aucun Congolais ne s'est plaint pour dire que non, je n'ai pas voté parce que les matériels ne sont pas arrivés. Ou je n'ai pas voté parce que le personnel n'était pas là. Je n'ai pas voté parce que la machine n'a pas marché. C'est une réussite managériale inédite. Et c'est sans appui des Blancs. Parce qu'ici, on fait que tant que les Blancs ne sont pas là, on ne croit pas. C'est des Congolais qui ont fait ça. C'est des Congolais qui ont organisé. C'est des Congolais qui ont réussi à faire ça. Ce qu'on oublie souvent, le processus nous a coûté 27 personnes qui sont mortes. Ce sont des combattants, 27 personnes de la CENI. Personne n'en parle jamais. Mais si c'est un militant d'un parti politique qui soit mort dans une marche politique, ça devient chaque année, on a plus ou moins l'anniversaire. Mais 27 personnes sont mortes pour que nous ayons les élections. Nous avons annoncé les résultats, non pas dans un char, mais nous les avons annoncés en paix. Et à la suite des résultats, contrairement à 2006-2011, aucun coup de balle. Et le pays est resté ce qu'il est. Nous avons réussi à avoir la première alternance. C'est la première fois qu'on voit un ancien président de la République vivant, libre dans son pays. Nous prenons ça comme disent les Anglais, we take it for granted. Nous prenons ça à la légère, on ne comprend pas ce qu'il y a. La tension qu'il y avait, Padri, vous pouvez me dire combien de politiciens étaient cachés ici en 2018 qui s'attendaient à ce que non, ce sera l'hécatombe. Rien de tout cela. J'ai des opérateurs économiques qui m'ont appelé la fois passée pour me dire, écoute, nous sommes des Indiens. Nous avons fait l'argent ici, notre pays c'est ici. Mais en 2018, on voyait que non, c'était fini. Ils ont fui. Et à l'annonce des résultats, les jours suivants, ils sont rentrés. Et ils me félicitaient pour dire que les Congolais eux-mêmes ne voient pas ce que nous avons fait, ce que vous avez fait. Mais nous comprenons de quoi nous savons de quoi il s'agit. C'est ça l'histoire. L'histoire jugera. Mais j'aimerais que nous ayons objectivité dans tout ce qui est... Un peu d'objectivité dans ce que nous faisons. Et là, nous venons de vous donner plus ou moins certains éléments. En me résumant en disant, et je prends le secrétaire général ici pour qu'il fasse ses plaidoyers. On peut ne pas réformer la loi organique et ne pose aucun problème. Ça, on gagnerait d'ailleurs en temps. Mais si on tient quand même à ce qu'on fasse cette réforme, qu'on ne prenne pas toute la brousse, mais qu'on prenne des points précis et qu'en un temps record, on arrive à sortir l'équipe qui est là, à désigner les nouveaux. Si on a besoin de nous, nous serons là pour, pas encadrer, conseiller, donner des avis, parce que
des gens, il faut les reconnaître. On me le disait à la francophonie, il dit les gens de votre trempe sur les questions électorales, on ne les trouve pas dans chaque coin des rues. Si dans ces pays, on peut utiliser cela, ils sont disponibles, ces ressources sont là et je ne suis pas seul. La CENI que vous voyez là, la CENI que vous vilipendez, la CENI, il y a autant et même plus de Nanga qui y sont. C'est faisable, 2023, c'est faisable, il n'y a pas de raison qu'on pense même qu'il y ait encore ce qui s'est passé en 2011 et qu'on sort. C'est ça aussi la consolidation. J'ai aimé ce que l'abbé a dit. On voudrait que le processus de 2023 soit encore mieux que celui de 2018. Nous sommes une jeune démocratie et c'est ça l'enjeu. Il faut qu'on y arrive et on y arrivera si on le veut. Je vous remercie. Dans l'esprit, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer le processus électoral qui vient? La première des choses, parce que les réformes en réalité, c'est un exercice permanent. Ça veut dire que chaque fois, toute société, si vous voulez évoluer, vous devez être en mesure de vous arrêter, de regarder est-ce que le modèle que nous avons mis en place a fonctionné ou pas. Et si ce modèle n'a pas fonctionné de manière optimale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le réajuster? Alors nous avons dit, nous allons regarder la question sur 3 ou 5 choses principalement. Nous disons la CENI, telle qu'elle est organisée, est-ce qu'elle est de nature à garantir l'indépendance et la transparence que les peuples et que tout le monde veut? Et d'abord, je dois préciser que dans les pays où il existe des commissions électorales nationales indépendantes, ça veut dire que c'est des pays où il y a des problèmes de confiance. Ça veut dire que c'est des pays où nous sommes dans des situations transitoires, entre guillemets. Disons les choses telles qu'elles sont, parce que l'organisation des élections dans tous les pays stables relève de l'administration, donc du ministère de l'Intérieur. On n'a pas besoin de créer une institution qu'on appelle d'appui à la démocratie. Si on le crée, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance entre dirigeants. Et donc, nous nous sommes dit, on va regarder la question de la CENI, comment elle est organisée. Ensuite, la question de la loi électorale, mais bien avant la loi électorale, on la regarde parce que la loi électorale tire son essence de la Constitution. Nous avons regardé à la lumière des élections passées. Vous avez vu par exemple qu'à un moment, le président de la République lui-même avait dit « Ah, il y a eu trop de corruption dans l'élection des sénateurs ». Vous avez vu tout ce qui a été dit concernant l'élection des gouverneurs. Alors, nous ne pouvons pas ne pas regarder les textes mères qui garantissent cela. Vous avez vu aussi qu'il se pose pour un pays de 80 millions d'habitants un problème de légitimité du président de la République, qui est élu à un seul tour. Parce que si les présidents, Tshisekedi je n'ai plus les statistiques exactes, mais il n'avait pas gagné avec 50%, dans un pays de 80 millions d'habitants, il a eu à peu près 8 millions de voix, c'est 10% de la population. Vous voyez que le matelas de légitimité n'est pas assez solide. Et donc pour un pays comme le nôtre, où on a besoin d'une direction forte, elle doit se fonder sur une base légitime qui est forte. Et donc, nous nous sommes posé la question, pourquoi ne pas penser revenir à 2 tours? Parce que pour un pays comme le Congo, ce serait bien d'avoir un président qui a un socle solide. Les autres aspects des questions que nous avons regardées, c'est la question du fichier. Nous sommes un pays pauvre, très endetté, je nous épargne de tous les qualificatifs que vous connaissez, mais nous dépensons beaucoup pour les élections. Et les fichiers électoraux coûtent cher. En 2011, je n'ai pas les chiffres exacts, le président Nanga pourra aider les moments venus, mais je crois que pour les exercices 2011 et 2018, on doit avoir atteint les milliards que pour faire le fichier. Dans un pays où on n'a pas fait un seul recensement depuis 1984, moi j'étais déjà né, mais je suis sûr que certains dans cette salle n'étaient pas encore nés.
Alors, comment pensez-vous développer un pays lorsque vous n'êtes pas en mesure de savoir combien vous êtes? Est-ce que c'est rationnel et intelligent de dépenser 500 millions de dollars pour une opération de fichier électoral qui concerne les 18 ans et plus, alors que vous pouvez dépenser 300 millions pour avoir des chiffres qui vous permettent, y compris, de planifier le développement? C'est les questions que nous nous sommes posées. Nous nous sommes posé des questions, y compris sur la représentativité du genre, l'inclusivité, dans ce qui va arriver. On a parlé du seuil, on a parlé des taux. Et donc, sur la question spécifique, ça c'est de manière générale, comment nous avons posé les problèmes, mais sur la question spécifique qui concerne l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante, nous proposons, et je crois que c'est ce qui est écrit dans la loi du collègue Litundula, parce que nous y avons contribué aussi, une représentation paritaire. Parce qu'on ne peut pas vouloir avoir une CENI indépendante et avoir déjà, par la Constitution, du fait de la loi du nombre, la majorité qui en compte 6, l'opposition qui en compte 4 et la société civile qui en compte 13. Comment vous voulez avoir quelque chose d'équitable, de paritaire, de neutre, lorsque vous avez déjà des camps qui sont majoritaires? Et nous connaissons, le président de la CENI l'a si bien dit tout à l'heure, que la loi demande des personnes intègres et indépendantes. Mais est-ce que les partis envoient des personnes intègres et indépendantes? Dès lors que les partis n'envoient pas des personnes qui correspondent au profil défini par la loi, ça pose problème. Et donc, chaque fois qu'il y aura, si le mode de décision c'est les consensus, si le mode de décision c'est le vote, on peut se dire que ceux qui sont majoritaires l'emporteront toujours. Après, je ne sais pas comment les choses ont fonctionné en interne dans les détails, mais vous voyez que déjà, par cette constitution, ça pose problème. Et à la lumière de l'expérience du passé, sur la loi de la CENI, un peu contrairement à ce que dit mon aîné à ma gauche, si nous voulons changer la loi sur la CENI, nous ne la changerons pas dans sa globalité. Parce qu'il y a des termes dans la légistique, il y a des choses qui demeurent, le prof Njoli les dira peut-être mieux que moi, mais il y a des choses qui restent, qui peuvent rester. Ici, nous allons focaliser nos analyses sur 5 points. Limiter et encadrer l'autorité du président de la CENI par une meilleure répartition des charges avec les autres membres du bureau, afin de faire prévaloir la collégialité. Fort malheureusement, quand on parle de la CENI, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul homme qui travaille. Je ne sais pas, mais en réalité, tous les coups que le président Nanga a reçus, il aurait pu les partager avec d'autres. Dans l'hypothèse où les choses étaient clairement mieux réparties et que les autres acteurs assumaient pleinement les missions qui étaient les leurs. Maintenir la plénière de la CENI et rendre effectif l'exercice de compétences des décisions d'approbation, d'autorisation et des contrôles. L'impression qui s'est dégagée, c'est que le président de la CENI devait décider de tout. Je parle d'impression. Sûrement que la réalité était peut-être différente, mais vous savez que malheureusement en politique, c'est la perception qui compte. On avait l'impression que l'alpha et l'oméga de la CENI, c'était le seul président. Et que l'assemblée plénière qui pouvait assurer un rôle de contrôle ou tout au moins de garantie de transparence à un certain niveau, n'a pas pleinement joué ce rôle. Clarifier les règles et les principes d'audit de la CENI et faire un reporting périodique. Parce que la CENI engloutit quand même 900 à 1 milliard de dollars. Il est de droit que nous voulions que l'opinion sache comment cet argent et comment ces choses ont été dépensées. Créer un organe permanent de contrôle interne de la CENI, bon, le président a dit qu'il existait, mais il faudrait que cet organe permanent se fasse sentir. Ça veut dire que nous devons savoir qu'il y a à intervalles réguliers des exercices, des contrôles qui sont faits et qui établissent que bon voilà, les choses sont gérées de manière transparente. Et puis,
formaliser, comme il a dit tout à l'heure aussi, formaliser la désignation de membres de la CENI par toutes les composantes. On sait tous que les présidents de la CENI, et les raisons évoquées tout à l'heure, je les partage, doivent venir de confessions religieuses. Mais ça, c'est des pratiques, ce n'est pas codifié. Il faut qu'on arrive à les codifier. Et donc, ça c'était pour ce qui concerne la CENI, mais je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour parler du financement. Parce que le président de la CENI, fort malheureusement, était un peu un négociant, entre guillemets. Parce que, de temps en temps, il fallait aller voir le Premier ministre, les ministres des Finances, pour dire, bon, nous on attend ceci, nous on attend cela. Bon, s'il n'y en a pas, il y a des contraintes de délai. Qu'est-ce qu'il fait? Il est censé disposer d'un budget, il n'est pas censé démarcher pour obtenir le moyen qui peut lui permettre d'organiser les élections. C'est pour ça que l'une des propositions que nous avions faites et qui a été actée parce que le président du Sénat de l'époque, Tambo Mambala, répétait mot pour mot, nous avons proposé la création d'un compte d'affectation spéciale. Parce que l'élection ne se finance pas en un seul exercice budgétaire. L'élection, nous savons tous que l'élection doit arriver dans 5 ans. Et donc, chaque année, nous faisons des économies où nous mettons de l'argent de côté pour être sûr que dans l'année de l'organisation des élections, les financements requis sont disponibles et qu'on ne va pas dire, bon, on sacrifie les enseignants, on sacrifie l'armée, on sacrifie ceci parce qu'il faut faire des élections. Cette impression qu'on a, toute la République doit s'arrêter parce qu'on doit financer les élections, c'est aussi ça qui irrite davantage la population. Et c'est ce qui fait que nous, on paye le prix. Parce que, je n'entrerai pas dans les statistiques du taux des réélections, mais nous qui avons été réélus, ça a été un peu un miracle. Parce qu'entre autres, la population nous les fait payer, toutes ces choses-là, et tous ces mauvais choix. Nous nous sommes dit, dans le cadre du G13, que nous devons faire des choses différemment. L'alternance ne doit pas simplement être le changement des visages à la tête de l'État. La véritable alternance, c'est les changements de pratique. Et donc, nous avions en cela partagé nos conclusions, au début comme à la fin, avec le président de la République et tous les autres acteurs qu'on a rencontrés. Et nous avons pris le soin de discuter de manière ouverte et transparente avec les organisations de la société civile pour que nous puissions nous accorder par rapport au terme de la réforme. Et donc, vous voyez que le souci principal ici, c'est de nous assurer, en tout cas nous étions dans le cadre d'une démarche anticipative pour que si on décidait, je donne un exemple, parce que pour nous les choses devraient commencer, les membres de la CENI devaient être choisis à la session de mars 2020. Bon, si on avait été entendu à l'époque. Et qu'en ces temps-là, après un débat technique que nous avions eu avec tous les experts qui travaillent dans la démographie, il était possible, parce qu'il existe déjà un travail qui a commencé au niveau du ministère du Plan, il était possible, avec la volonté politique et les moyens, d'arriver à faire un recensement administratif qui pouvait se terminer avant la date de 2023 pour qu'on fasse les élections. Mais dans notre rapport final, on n'a pas voulu prendre ces risques pour ne justement pas offrir le prétexte à ceux qui disent « bon, ils veulent utiliser les recensements pour faire le glissement ». Parce que nous, au G13, nous pensons que les glissements, c'est la plus moche des idées qu'on peut avoir après avoir vu ce qui s'est passé. J'oublie le titre, mais le professeur Kabouya Lumuna a clairement démontré que tous ceux qui ont essayé de profiter du glissement depuis 1960 en ont fait les frais, politiquement parlant. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons rester et incarner les changements que nous avons tous réclamés, il faut que les élections s'effacent en 2023. Il ne faudrait pas dès maintenant dire il y a ceci, il y a le Covid, il y a cela. Et en plus, un processus électoral est basé sur la confiance. Si nous construisons dès le départ la confiance entre les parties prenantes et que nous arrivons en 2023, nous constatons que malgré toute notre bonne volonté, nous ne serons pas en mesure de tenir le délai de commun accord. Cela ira de soi.
si les gens ont confiance dans ce qui se fait. C'est pour ça qu'il est important, dès à présent, alors qu'on a relancé les débats sur les réformes, que nous garantissions l'existence de cette confiance entre acteurs. C'est la clé. Mais déjà, en 2021, parler du glissement, alors, ce n'est tirer aucune conséquence de tout ce que nous avons connu par les passés. Alors, je veux me résumer dans quelques minutes, parce que le prof Joly est là. Je vais lui laisser la partie qui concerne ce que nous voulons en termes de révision de la Constitution, en termes de loi électorale, parce qu'il est plus outillé là-dessus. Mais sur la révision de la Constitution, par exemple, le président de la CENI n'en a pas parlé. Mais pourquoi on n'a jamais eu des élections locales dans ce pays? Pourquoi on n'en a jamais eu? Mais nous tous, nous savons que ces pays, son développement ne partira pas de Kinshasa. Nous tous, nous savons que si ces pays est bien administré à la base, c'est là que nous allons commencer à répondre aux problèmes de nos populations. Et nous savons aussi que notre constituant ne pensait pas non plus mal faire. Mais moi, je considère que beaucoup des choses qui sont dans notre constitution, c'est des choses qui ne sont pas matériellement réalisables par rapport à la nature de notre économie. Faire des élections locales, c'est élire plus de 8 000 ou 10 000 personnes. Nous ne serons plus jamais en mesure de le payer. Nous ne serons jamais en mesure de les organiser. Regardez déjà l'expérience des 26 provinces, comment on a du mal à nous en sortir. Vous avez des députés provinciaux qui font 9 mois sans être payés. Et vous avez des provinces qui se transforment en champ de bataille entre gouverneurs et députés provinciaux parce que ceci, parce que cela. À quel moment on va développer le pays? Il faut qu'on lève une option. Corneille Nangaa dit peut-être qu'il faut faire un moratoire sur les élections locales. Nous nous disons il faut changer, il faut avoir le courage de toucher aux dispositions constitutionnelles pour réduire, ramener les ETD au niveau des territoires vides, des choses qui peuvent être compréhensibles, et on peut en ce moment-là organiser des élections locales qui sont vitales pour la bonne organisation de notre pays. Et donc aujourd'hui il faut décider, parce que le temps que nous perdons là, c'est parce qu'on ne décide pas. Je suis content de voir M. Jacquemin Chabani ici, qui est président de la commission du parti présidentiel. Il est important que les décisions se prennent maintenant. Parce que pour nous, les G13, on a adopté les calendriers de la session hier à l'Assemblée. Nous voulons qu'on fasse tout. Et c'est possible. On peut faire la loi sur la CENI. On peut la faire. On peut, avec... Si on a le courage et la volonté, commencer pour la loi électorale ou la Constitution. Mais tout dépend des politiques si on décide. Vite. Bon, si on estime que le retour aux 2 tours, bon, il y aura le problème d'argent, tout, bon, c'est des options. Mais au moins pour les locales, est-ce qu'on peut ne pas lever une option? On dit pour ça on les fait. Et d'autres matières qui peuvent être connexes. Nous, on a pensé qu'il était possible de faire une révision constitutionnelle à minima. C'est possible si nous devons rationaliser les choses. J'ai répondu à cette invitation, qu'on m'a appelé hier, donc je devais préparer une journée à répondre à la question très difficile. Mais à question, je dois vous dire un peu, s'il y avait vraiment dégoûtante histoire. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. Et on se retrouve avec le même travers, le même discours pour des personnes que moi je considère comme des vrais responsables. Il est très souvent, lorsque nous intervenons dans ce on dit voilà, vous avez organisé les plus mauvaises élections du monde. Mais les gens oublient que nous avons organisé ces élections en 6 mois. Parce que il y a des gens qui voulaient absolument qu'on observe une date, et d'autres qui n'en voulaient pas. Cette fétichisation de dates, cette fétichisation chronologique, cette attitude chronophage, pour ne pas dire anthropophage, qui finalement commençait à dire que tel est incompétent, alors que moi je me rappelle, en mars 2011, on m'a dit qu'il fallait organiser des élections en septembre ou en octobre 2011, mais qu'il n'y avait même pas, on n'avait même pas commencé l'enrôlement des électeurs. Donc en 6 mois,
il a fallu enrôler, adopter les textes, commander les matériels, enregistrer les candidatures, traiter les candidatures, déployer le matériel, publier les élections générales. Mais personne n'a jamais dit, personne n'a jamais parlé de la charge, du volume de travail qui a été imposé, mais tout le monde s'est dit que c'était la plus mauvaise élection. Mais il y a eu des gens qui ont été des présidents, qui ont eu des sénateurs et des autres. Donc aujourd'hui, moi, vous nous appelez pour parler de même travers. Il y a un temps qui s'appelle 2023 et il faut chercher des canevas. Mais lorsque ces canevas vont donner de mauvais résultats, vous allez encore chercher des boucs émissaires. Il faut que cette stratégie de bouc émissérisation cesse et que chacun assume ses responsabilités. Ceci étant dit, nous avons eu 3 cycles électoraux. Le premier, c'était un cycle dit d'apprentissage, où pratiquement plus de 90% de charges étaient assumées par la communauté internationale. En 2011, nous faisons une tentative d'appropriation parce que nous finançons nous-mêmes les élections dans le temps ou le délai que nous avons. Et aujourd'hui, nous venons avoir un cycle qui nous a produit une alternance, qu'on le veuille ou non, qui est en train de s'asseoir ou de se structurer. Nous entrons maintenant au 4e cycle électoral. Si j'ai fait ces rappels, parce que en fait, les élections ne sont pas soit un élément structurant d'un système politique. Les élections, c'est un instrument au service d'un système politique. Donc, si vous êtes un État démocratique avec des acteurs démocratiques, les élections deviennent une forme de routine. Mais lorsque vous êtes matraqué, dominé par une pensée conservatrice du pouvoir, vous commencez à utiliser les élections comme un instrument d'instrumentalisation de vos envies, de vos avances. De quoi s'agit-il? Nous avons eu les élections en décembre 2018. En mars 2019, la CENI a déposé son rapport. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, on n'a jamais débattu de ce rapport. La CENI a même produit un 2e rapport, un 3e. On n'en parle pas, et puis on est arrivé à 2021, on commence à discuter, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des canevas? Est-ce que nous sommes sérieux comme peuple, comme dirigeants? Les lois électorales, les systèmes électoraux dans une démocratie, c'est la génétique du pouvoir, la manière dont on accède au pouvoir. Si vous êtes dans une démocratie, les élections se passent de manière régulière, à des dates précises, à des moments précis, avec des organes permanents qui essaient de travailler et ça avance. Mais si vous n'êtes pas dans un régime démocratique où vous cherchez des manipulations, des gribouillages pour conserver le pouvoir, alors la loi électorale devient un tabou que chacun utilise à sa façon. La loi électorale ou les lois électorales sont les lois les plus importantes dans une démocratie. Parce que la manière dont on accède au pouvoir, c'est la manière vers laquelle on va diriger, on va quitter. Si vous arrivez au pouvoir par la fraude, mais vous allez garder le pouvoir par la fraude et vous quitterez par la fraude ou par la force. C'est la loi des reins de la gouvernance électorale. Donc, si nous voulons être un État démocratique, donnons-nous les outils d'un État démocratique, les mécanismes de gestion de gouvernance électorale d'un État démocratique. Ça veut dire quoi? Il faut une loi consensuelle, parce que la loi électorale, c'est une loi comme une loi constitutionnelle, disait Benjamin Franklin, qui exige l'accord de tous. C'est une loi d'arbitrage. C'est une loi qui doit asseoir la transparence. Parce que s'il n'y a pas de transparence, même si on s'appelle Donald Trump, on va refuser les résultats, que ce soit aux États-Unis ou ici. Il faut qu'il y ait l'impartialité. Un arbitre injuste crée des conditions de contestation. Il faut que cet arbitre soit professionnel. Ce sont donc des principes structurants de tout processus. Et sans aller dans cette théorie, il faut que ces processus soient réguliers,
et obéissent donc à la clé du système politique. Chez nous, c'est l'article 5 de la Constitution. Vous savez que les évêques ont pris l'engagement d'accompagner les institutions du pays dans la mesure où ils travaillent pour reconstruire le pays pour le bien-être de la population. Et le Parlement, c'est une des institutions accompagnées par les pasteurs que sont les évêques. C'est dans ce cadre-là que je crois que le cardinal a réuni les députés. Et aujourd'hui, il s'agit d'une activité, une journée de réflexion organisée par le Bureau de liaison parlementaire de la SENCO en collaboration avec l'ONEL. C'est pour donner, échanger avec les députés pour analyser la loi, la nécessité de réformes, les exigences constitutionnelles. Et l'objectif, c'est arriver à établir les priorités législatives. Il y a la nécessité de réformes, il y a la nécessité du respect des délais constitutionnels. Et alors, il est tout à fait indiqué qu'on réfléchisse par quelles réformes commencer et comment les planifier pour que tout se passe normalement. Je crois que ce que l'opinion doit savoir, c'est le pourquoi la SENCO s'engage sur les questions électorales. La SENCO s'engage pour la consolidation de la démocratie. Je ne cesserai de le rappeler parce que c'est quand la démocratie sera consolidée que le peuple sera respecté, que le peuple sera au centre des préoccupations des politiciens, que le peuple vivra mieux. Donc c'est ça le sens de l'engagement de la SENCO. Donc tout ce qu'elle peut faire pour contribuer à cette consolidation de la SENCO, de la démocratie, elle le fera volontiers dans cette conviction. On n'a rien à changer parce que je crois qu'il y a eu un problème d'incompréhension. Maintenant, je crois que c'est clair que les confessions religieuses dont fait partie la SENCO ne mettent pas de côté les réformes. Donc, mais il s'agit de prioriser les réformes liées à l'organisation de la CENI. Les autres réformes pourront suivre sans être négligées et c'est d'ailleurs le sens des réflexions aujourd'hui. Non, l'organisation était bonne. Je crois que c'est important qu'on puisse se retrouver comme ça pour réfléchir sur des questions aussi importantes. Ici particulièrement celles qui concernent le processus et l'organisation des élections, les différentes préparations. Nous sommes en pleine ouverture de la session de mars, la première semaine. Il est important que nos élus, nos députés nationaux soient encadrés dans ce sens-là. Tout le monde sait que la question électorale est inscrite à cette session de mars. Donc c'est bien de les encadrer, de réfléchir avec eux pour que cette question soit vite prise en charge et que très rapidement nous ayons un nouveau bureau de la CENI, que les réformes qui doivent se faire sur ces questions se fassent assez rapidement pour qu'on gagne le temps et qu'en 2023 les élections se tiennent. Une question aux organisateurs. Félicitations à eux d'avoir pu nous réunir dans ce cadre-là, d'avoir pensé à faire ce plaidoyer et assister les députés de manière à ce que les choses aillent de l'avant. Donc ils ont tous mes encouragements. J'ai aimé parce que ça nous manquait, nous avions besoin de ce genre d'informations. L'organisation, elle était bonne, bien entendu, c'est pas la première fois que je viens ici. L'organisation, elle était bonne comme d'habitude, mais c'était la qualité des intervenants de ce jour qui m'a beaucoup édifié parce que M. Nanga, c'est la première fois que je le vois et j'avais tellement de questions, tellement de préoccupations. Et Dieu merci, il a pu clarifier certaines choses, des zones d'ombre qui planaient pour nous qui étions élus de l'intérieur. On se disait cette CENI, finalement cette CENI. Mais Dieu merci pour moi, j'avais pas trop de problèmes, mais nous avons eu à soutenir nos collègues qui étaient invalidés par-ci par-là et qui se sentaient un peu mal à l'aise. Et pour moi, c'était un plaisir d'entendre tout ce qui s'est passé, ce qui se voit et ce qui se passe en coulisses. Parce que c'est ça le grand problème. Nous voyons, ok, la CENI a fait ça, elle a fait ça.
Bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons eu plus de précisions sur d'autres choses et les difficultés que la CENI rencontre aussi. La SENCO, qu'elle continue son travail parce que nous sommes partenaires, nous avons besoin des conseils, surtout nous, la nouvelle législature. On a besoin, je veux dire, entre guillemets, de grandir. Et la SENCO nous aide vraiment, elle nous édifie, nous construit dans nos interventions au niveau tant de nos commissions, tant de l'Assemblée. Donc la SENCO continue son travail d'encadrer, d'accompagner la population. Vraiment un grand intérêt. Vous savez, la science ou la perfection, c'est chaque jour qu'on doit la faire. Parce que quand on n'apprend rien, on n'apprend rien. Quand on n'a rien comme donner d'entrée, c'est-à-dire on stagne. Moi, je crois que je suis mieux cultivé et j'en gagne beaucoup quand je viens ici à la SENCO. Et toutes les séances organisées, en tout cas, ne font qu'enrichir notre savoir. Non, c'est une bonne matinée, un bon atelier qui a été organisé. Je crois que vous avez vu les différentes interventions. Je crois que c'est le temps qui nous a fait défaut, mais sinon, c'était une pertinente organisation qui va nous aider à mieux travailler, puis ça tombe au bon moment. D'autant plus que d'ici peu, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons parler sur les réformes électorales. Et je crois que cet atelier constitue un préambule en ce qui concerne notre travail. Et nous venons d'être enrichis par les différentes interventions, et surtout du président Ananga, des organisateurs. Ça a été vraiment un meilleur moment qui nous permettra de très bien entrer en jeu au moment opportun au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, vous savez qu'aujourd'hui c'était une co-organisation dans le bureau de liaison avec les parlements de la SENCO, en collaboration avec l'Ordre national des experts électoraux, qui regroupe des véritables experts en matière électorale. Et ils se sont alliés au bureau de liaison avec les parlements, qui les parlements comme terrain de prédilection pour son travail, pour mener à bien un plaidoyer parlementaire visant à la relance du processus électoral. Vous savez qu'on parle de réformes électorales essentielles pour qu'on puisse avoir de bonnes élections en 2023. Et qui parle de réformes, voit les parlements, parce que c'est à travers les lois que ces réformes seront menées. Et qui dit loi, dit élu du peuple, dont les députés et les sénateurs. C'est eux la cible principale. Bien sûr, il y a aussi la société civile qui était là, mais vous avez vu un bon nombre de députés. C'était pour les sensibiliser sur cette question, pour qu'ils apprennent à bras le corps avec les calendriers qui ont été adoptés, les travaux, afin que les réformes essentielles puissent passer. Ce calendrier dont vous parlez a été adopté hier seulement. Et les réformes, il y en a beaucoup. Il nous reste 6 sessions. Pour cette législature, il ne reste que 6 sessions de l'organe législatif. 6 sessions ordinaires, 6 sessions extraordinaires. Et malgré ces 6 sessions, ils ne pourront pas mener toutes les réformes, toutes les lois qui peuvent être revues ou des lois qui peuvent être votées. Ça ne sera pas possible en 6 sessions, mais on doit réfléchir pour voir celles qui sont prioritaires. Quelles dispositions est-ce qu'on doit privilégier? Ce n'est pas seulement la loi électorale, il y a aussi la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez la problématique de la désignation des animateurs. Vous avez suivi. Certains parlent de placer la charrue avant les bœufs, en disant que si on désigne les animateurs, mais sans loi. Ou il faut une loi et les animateurs avant, voilà. Donc c'est toutes ces problématiques-là. Il faut voir ce qu'on peut faire dans les courts temps qui nous restent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne pourra pas tout faire, malgré les 6 sessions qui demeurent là. Il y a une kyrielle de lois qu'il faut adopter, qu'il faut amender. Mais qu'est-ce qu'on peut prioriser pour avoir de bonnes élections? Et pour ça, il faut réfléchir. Il faut un consensus, il faut réfléchir ensemble. Non, la population, nous devons l'impliquer. Parce qu'avec ce que nous avions eu les fois passées, les déceptions électorales, beaucoup de gens
pensent qu'ils doivent se désintéresser de la question électorale. Nous disons que c'est une grave erreur. Il faut par contre rassurer, leur donner confiance, leur donner matière à espérer, en les impliquant, leur montrer qu'ils sont acteurs. Ils ne sont pas simples spectateurs, mais qu'ils deviennent acteurs dans ce processus pour apporter les changements, enfin les changements voulus. Par l'organisation des élections justes, transparentes et démocratiques, pour une fois, qui ne vont pas apporter beaucoup de contestations du pouvoir. J'aurais suivi les profs Jacques Joly. Notre pays, depuis, où l'honorable Mouya, je crois, je ne me rappelle pas très bien, depuis 1960, le pays souffre de l'absence, du manque de légitimité des animateurs, la contestation des pouvoirs. Mais pourquoi pas, tant qu'on n'aura pas de paix de ces côtés-là, on n'aura pas de développement non plus. Donc, on a tout intérêt à organiser des bonnes élections. Et pour ce faire, il nous faut de bonnes lois. Et ces lois, ce sera l'œuvre des élus du peuple, mais sous la surveillance des citoyens et des citoyennes.